les recherches menées par les services de l'État, ils demeurent introuvables. Le ministre de l'écologie et de l'environnement en tournée dans la zone a participé aux recherches en compagnie des autorités locales de la zone, nous dit Eric Niemati. L'enfant là, il s'appelle Sadio Bara, c'est sa maman qui est là, à côté de moi. C'est une dame perdue dans ses pensées, elle ne sait plus que faire. Son fils Sadio et ses camarades sont encore introuvables. Ils sont partis cueillir des fruits dans la forêt jeudi dernier. Depuis lors, ils ne sont plus revenus. 5 ans, 6 ans. Le plus âgé a 7 ans, quoi, parmi les 5. Tous les ans se débrouillent pour les chercher, mais jusqu'à présent, on n'a pas les trouvé. Alertés, les agents du parc national Nyokolokoba ont pris le relais. Un impressionnant dispositif est vite mis en place pour tenter de retrouver les gamins. Plusieurs endroits du parc ont été sillonnés avec l'aide de l'armée et de la gendarmerie, sans succès. On connaît là où les enfants ont fréquenté, la mare où les enfants ont fréquenté. À partir de là, les traces sont visibles sur le terrain. On a rayonné sur cette mare-là, donc sur des rayons de 15 km. Hein, donc on n'a rien trouvé. On a fait 400 km², donc on a complètement fouillé de fond en comble. Venu remonter le moral des troupes, le ministre de l'écologie participe à ce 3e jour de recherche. Malgré les dangers permanents avec la présence massive de fauves, Ali Haïdar ne désespère pas pour autant. On ne sait pas ce qui se passe. Il ne faut pas écarter l'éventualité d'un enlèvement. Il ne faut pas écarter l'éventuellement où ces enfants aient croisé le chemin des fauves. Il ne faut pas écarter l'éventualité où, comme en 88, où 3 enfants s'étaient perdus et on les avait retrouvés morts. L'éventualité où, comme en 2002, 9 femmes s'étaient perdues et on avait retrouvé que les 4 étaient mortes, on a retrouvé les 5 vivantes. Il ne faut pas écarter qu'on les retrouve. Mais on ne va pas arrêter de faire la recherche quand même. Nous allons continuer les recherches avec les populations. Aujourd'hui, l'heure est à la concertation pour essayer d'orienter les recherches vers d'autres horizons. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a donc célébré ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement avec comme thème économie verte. En faites-vous partie? L'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop a organisé des activités à cette occasion. Il y avait également des causeries, des débats, mais aussi une journée de reboisement, nous dit Kaltom Gueye. La sonnette d'alarme est tirée. La planète Terre est menacée à cause des agressions que subit l'environnement. Une dégradation dont le principal responsable est l'homme avec les feux de brousse et la pollution. La célébration de la Journée mondiale de l'environnement est l'occasion saisie pour en débattre. Si on regarde aujourd'hui les tendances de l'environnement, il faudrait véritablement dire que l'avenir en tout cas n'est pas radieux. Les ressources naturelles se raréfient. La vie sur Terre devient de plus en plus difficile, tout simplement parce que si aujourd'hui nous pouvons prétendre disposer du minimum nécessaire pour vivre correctement, décemment, il y a des endroits sur Terre où les gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Le seul combat que mènent les écologistes, c'est la préservation de la nature. Pour ce faire, il faut que les pouvoirs publics s'impliquent à la tâche. L'État doit d'abord mettre en place des instruments adéquats et assurer que le système des prix prend en compte l'environnement. Il s'agit de créer des outils pour orienter les choix et les décisions des producteurs et des consommateurs vers des procédés ou produits respectant l'environnement. La déforestation, un phénomène récurrent en Afrique. C'est ce qui explique en partie le fait que le continent soit très exposé. Donc, le reboisement est primordial pour avoir un environnement sain. Aujourd'hui, à travers plus de 30 filiales du groupe Ecobank, les écobanquiers vont retrousser leurs manches et se salir les mains pour l'environnement en plantant plus de 1500 plants d'arbres de différentes espèces. L'Afrique est l'un des continents qui souffre le plus d'une perte nette du couvert forestier. Les Nations Unies estiment que près de la moitié de la déforestation est due à la coupe du bois à des fins de combustible. Économie verte, en faites-vous partie? Question qui touche la population mondiale. En tout cas, l'Institut des sciences de l'environnement se sent très concerné.
D'où l'organisation de débats, de causeries, de campagnes de sensibilisation et même d'une journée de reboisement dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire plutôt et des collectivités locales, à travers son unité de coordination pour la gestion des déchets solides, mène une vaste campagne pré-hivernale. Cela en partenariat avec la ville de Dakar, avec également la mairie, la préfecture et le commissariat de Grand Yoff. Le but est de désencombrer les artères de la ville de ces dépôts d'ordures sauvages. Louise Bitsa. En cette chaude matinée, les acteurs de l'environnement à l'assaut des déchets solides. 3 ponts ont été ciblés pour le désengorgement. En pôle position, le pont Sénégal 92. Ici, les techniciens de l'unité de coordination pour la gestion des déchets solides procèdent par évacuation des dépôts d'ordures. Armés de pelles mécaniques, de bennes tasseuses, râteaux, brouettes, les agents de nettoiement se sont débarrassés des tas d'immondices, les abris provisoires des éboueurs et vidangeurs qui occupaient les lieux. Un coup d'essai réussi grâce à la collaboration de la commune d'arrondissement de Grand Yoff. On est en train de commencer ces opérations pré-hivernales. Nous avons le pont Sénégal 92, nous avons aussi la zone de captage et les allées en passant par le camp pénal. Et nous allons continuer. Nous allons faire une opération pour avoir un cadre de vie où il fait bon vivre. Sous le contrôle de l'UCG, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, qui est le principal maître d'œuvre de cette opération. C'est une opération qui s'étend sur le pont Sénégal 92 qui était exploité par les charretiers et qui était devenu un bobos bis. Autre lieu à avoir fait peau neuve, le bassin de rétention des eaux qui est juste le mur de l'hôpital CTO. Aujourd'hui, les riverains gardent un vieux souvenir des dépôts sauvages et ordures nauséabondes qui polluent l'environnement. Même son de cloche au quartier Liberté 6. Là également, les 2 voies reliant le camp pénal au 6S ont été embellies. Un changement de décor apprécié par les uns les autres, non sans déplorer le comportement de certains riverains. C'est des actions vraiment louables vis-à-vis des travailleurs. Nous constatons que tous les jours, les travailleurs passent pour ramasser les ordures. Et derrière, il y a des populations qui sortent pour les déverser. Donc nous pensons que vraiment, ce n'est pas normal du tout. Une doléance qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. La ville de Dakar prend le problème à bras le corps. Les volontaires ont été déployés le long des 2 voies pour assurer le suivi et le maintien du cadre de vie. La journée mondiale de l'environnement est une occasion pour les travailleurs de surface de lancer un appel au bon sens et au civisme. L'heure est au changement de comportement pour un cadre de vie agréable. Le président Macky Sall, interpellé par la presse sur les audits en cours, dira qu'il s'agit là que les personnes interrogées n'ont rien à craindre si elles n'ont rien à se reprocher et qu'il s'agit là des audits de la Cour des comptes et de l'Inspection générale d'État. Voici le président Macky Sall que je vous propose d'écouter. Choisi de ne pas polémiquer au ras des pâquerettes. Je considère que les Sénégalais m'ont fait confiance et m'ont confié une mission sacerdotale qui est de conduire aux destinées de notre pays. Alors je le fais avec beaucoup de hauteur, dans le cadre de l'état de droit. L'état de droit suppose qu'il n'y a aucun citoyen au-dessus de la loi. Que ce citoyen soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Tous les citoyens seront égaux, auront le même traitement. Maintenant, j'ai entendu des gens s'offusquer sur le fait qu'ils aient été convoqués. Donc, ils se considèrent qu'ils ne sont pas justiciables ou ce ne sont pas des citoyens comme les autres. Ce qui est sûr, je n'ai donné aucune orientation, d'autant plus qu'il s'agit d'une affaire que la justice est en train de traiter. Donc, je n'ai pas à me prononcer sur les affaires de la justice. Si c'était des affaires qui relèvent de l'activité gouvernementale, je pourrais vous en dire un mot. Je dis simplement que ce sont des audits qui concernent l'ancienne gestion. Ces audits ont été menés pendant que nous n'étions pas encore au pouvoir. Nous n'avons pas encore commencé nos audits. Par conséquent, il ne faut pas qu'on nous fasse un procès en sorcellerie, vraiment sur quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait naturel. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, franchement, doivent être calmes parce que rien ne pourra leur arriver.
La Banque mondiale décidée à accompagner le Sénégal dans ses projets de développement. Le vice-président de l'institution financière pour la zone Afrique a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Mactar Diop a annoncé une aide substantielle destinée au Sénégal dans les prochains projets du budget de la Banque mondiale, avec comme priorité l'énergie et le développement social. Mactar Diop est ici au micro de Pape Biram Biguendiaï. Il s'agit de ma première visite sur le continent africain en cette qualité. Je viens d'Arusha où j'ai rencontré le président QTT. Je viens également d'Éthiopie où j'ai rencontré le Premier ministre Meles. Et je me suis également arrêté en Afrique du Sud où j'ai rencontré les autorités d'Afrique du Sud. Il s'agissait pour moi vraiment d'abord de féliciter le chef de l'État pour sa nomination, mais également de confirmer l'appui et le soutien que la Banque mondiale est en train d'apporter, souhaiterait apporter aux priorités que le chef de l'État est en train de définir en termes de développement économique, particulièrement sur les questions de gouvernance économique qui constituent pour nous un élément essentiel du développement à long terme du Sénégal. Nous avons parlé d'un certain nombre d'opérations. Il s'agissait tout d'abord de discuter, d'avoir le point de vue du chef de l'État sur les priorités, sa vision stratégique du développement de notre pays. Nous avons parlé de différents secteurs, de l'énergie, de la question de l'éducation, de la question de la santé, de diverses questions. Nous avons également confirmé que nous allons prendre un projet de 85 millions de dollars au conseil d'administration de la Banque mondiale. Ce projet d'appui pour la question de la transmission, de la distribution d'électricité au Sénégal sera présenté, je crois, le 16 juillet de cette année au conseil d'administration. Nous avons également indiqué au chef de l'État que nous avons l'intention de présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale un projet d'appui budgétaire de 55 millions de dollars qui devrait aider le gouvernement sénégalais à financer le gap de financement qu'ils ont identifié par le ministre de l'économie et des finances. Et nous souhaiterions également continuer cette série d'appuis budgétaires en 2013 et en 2014, bien sûr basés sur les éléments de politique économique que nous discuterons avec les autorités sénégalaises. Je sors satisfait de cette rencontre. Je sors satisfait parce que je crois qu'il y a une vision assez claire. Je crois que les conditions sont réunies pour que nous puissions travailler et commencer à travailler sur les contraintes à long terme du Sénégal. Et je crois qu'également, nous avons également un chef de l'État qui a indiqué que la gouvernance économique, la transparence, la question de la productivité et la question de la croissance sont au centre de ses préoccupations. Et bien sûr, cela constitue notre préoccupation essentielle au niveau de la Banque mondiale. Israël va aussi renforcer sa coopération agricole avec le Sénégal. C'est l'ambassadeur d'Israël qui l'a annoncé ce matin à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre. Il est ici au micro de Abdoulaye Sinkari. On parlait sur les coopérations d'agriculture qui existent, le travail que nous faisons ici dans le domaine de l'agriculture est au bout de diminuer la pauvreté. Et nous sommes vraiment très ravis même de la signature qui a été signée hier entre l'Italie et le Sénégal, parce qu'une volet de cette coopération est dédiée à l'agriculture, dans laquelle Israël fait partie, et ça va démarrer, j'espère, dans 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça, et ça va donner un grand boost à la coopération d'agriculture. Et je même lui informé le Premier ministre que nous allons avoir le mois prochain une formation avec coopération avec ENDA, dans laquelle nous attendons 30 participants du Sénégal dans le domaine de l'irrigation de goutte à goutte et de maraîchage. Ça aura lieu à Hambourg, et même dans la coopération de l'énergie renouvelable. Et nous envisageons d'avoir ici une conférence le mois de novembre dans ce sujet, et même il y aura des conférences dans lesquelles des experts israéliens vont arriver et des autres experts même de l'Europe, de l'Allemagne et des autres pays, et bien sûr du Sénégal. Signature d'un contrat de concession de la gare de fret entre la Fondation Origine Sénégal Fruits et Légumes et la Sogefret. La cérémonie a eu lieu ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ce partenariat public-privé vise à relancer l'exportation de produits frais, nous dit Seydina Alioune Fall.
Sogefret a été sélectionné pour accompagner la Fondation Origine Sénégal Fruits et Légumes dans l'exploitation de la gare de fret. Pour les deux parties, cette gare est un outil de maintien de la qualité des produits périssables tels que les fruits et légumes et les produits halieutiques. L'objectif de cette gare de fret est principalement d'assurer la préservation de la qualité des produits à l'export dans les points d'expédition, ports et aéroports, ou en permettant leur prise en charge en fret dans les meilleures conditions de sécurité et sans rupture de chaîne de froid pour une maîtrise complète du processus d'expédition. L'espace de fret abrite une zone frigorifique de 1200 m² avec une capacité de 150 tonnes par jour, une nouvelle opportunité pour les exportateurs. Cette gare de fret de produits périssables permettra au Sénégal d'acquérir la position centrale d'un hub opérationnel pour la région Afrique de l'Ouest en termes de gestion de l'offre exportable. L'aéroport constitue le dernier maillon local de la chaîne d'exportation. Lieu de rupture de charge, de regroupement et de transit. Il est essentiel pour le Sénégal de disposer d'un outil performant permettant le maintien de la qualité des produits. La Fondation Origine Sénégal Fruits et Légumes et la Sogefret espèrent que cette gare de fret va augmenter le volume d'exportation des produits périssables. L'État n'en peut plus. La facture d'eau de l'administration est trop lourde, 30 milliards de francs. Et pour réduire ces charges, des mesures draconiennes ont été prises. Entre autres mesures, chaque service désormais va gérer sa propre facture directement avec la SDE. Maman Moussaïa. La facture est trop salée, plus de 30 milliards CFA. L'État gaspille beaucoup d'eau. Au sein de l'administration, la gestion de l'eau pose problème. Un constat amer, une charge lourde pour les services de la SDE, de la SONES, de l'ONAS. Le niveau de la dette tourne aux environs de 30 milliards. 30 milliards dus à la SDE, à la SONES et à l'ONAS. C'est une situation inacceptable qui ne peut pas perdurer parce qu'elle va déséquilibrer notamment la SDE. C'est cette entreprise qui est très performante. L'appel est sonné pour une gestion organisée du liquide précieux et la SDE a décidé de sensibiliser les agents de l'État sur la question. Les mauvais agents sont ciblés en premier lieu. Nous l'avons commencé par le camp Leclerc et la semaine dernière. Nous continuerons sur le camp militaire de Dakar-Bango qui est quand même le plus gros consommateur de l'administration. Je dois rappeler que les 80% des consommations concernent le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées. Il faudrait mettre de l'ordre dans tout ça, faire en sorte que chaque administration ait son propre abonnement et soit responsable de sa consommation et de sa facture. Et si cette administration ne paye pas, eh bien, elle sera coupée tout simplement par la SDE conformément au contrat qui lie la SDE à cette administration. Sur le terrain, le diagnostic est fait et dans chaque service, un homme eau devrait bientôt être installé. Nous avons réparé les plus grosses fuites que nous avons identifiées. Les fuites sur les appareils sanitaires, nous ne l'avons pas fait. Mais je dois dire aujourd'hui que nous pensons qu'il faut aider à poursuivre le diagnostic, à l'affiner et à poser des solutions de maintenance, d'autant plus qu'il a été retenu par Monsieur le Premier ministre que dans cette administration, on devrait mettre en place un homme haut qui est chargé de la surveillance des consommations, de regarder quelle est leur tendance et d'apporter les mesures correctives nécessaires. Plus de 3 milliards CFA devraient être économisés bientôt avec la responsabilisation de chaque service de la gestion de son eau. Quelques mots de l'actualité à l'étranger avec ces nouveaux incidents survenus en Ukraine, seulement à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro 2012. Quelques manifestations alors que le pays est déjà pointé du doigt avec l'emprisonnement de l'opposant Timoshenko. Certains dirigeants de l'Union européenne ont affirmé qu'ils ne prendraient pas part à l'occasion de la fête européenne du football. Plusieurs heures d'incidents et de violences. Des blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Le centre-ville de Kiev a connu une journée d'émeute sur le boulevard Kresatchik, censé accueillir dans 3 jours la fête européenne du football. Les dégâts dans la zone dédiée aux supporters semblent importants. À l'origine de ce chaos, des affrontements entre 3000 militants pro-gouvernementaux et donc pro-russes en bleu
et autant de supporters de l'opposition en rouge. Ce matin, le Parlement local reconnaissait à la langue russe le statut de langue officielle. C'est ce même débat qui avait dégénéré il y a 10 jours en un incroyable pugilat entre députés. Aujourd'hui, l'opposition s'est contentée d'afficher un portrait géant de Julia Tymoshenko qui purge actuellement la première de ses 7 années de prison dans cet hôpital de Kharkov. Ses partisans comptent bien utiliser le football pour médiatiser son combat. Retour chez nous pour nous rendre à Louga où 20 jeunes sont initiés au métier du cheval, maréchalerie et sellerie entre autres. La formation vise à sécuriser le cheval et assurer son bien-être. Et c'est à travers des journées portes ouvertes que l'intérêt d'une telle formation a été démontré, nous dit Pendambo. Le transport hippomobile est partie intégrante du quotidien des Lougatois. Plus de 1000 chevaux assurent ce transport dans le Niambour. Donc, une formation en maréchalerie, sellerie est la bienvenue, surtout quand elle permet de sécuriser et de participer au bien-être du cheval. C'est une formation qui est venue à son heure. Du moment que le Sénégal en a besoin, non seulement pour lutter contre le chômage et pour permettre aux jeunes de pouvoir vraiment avoir un métier. Tout ça, ça sera pour le bien-être du cheval et que, comme vous le savez, les propriétaires de chevaux en ont besoin. Cette formation qui cible particulièrement les jeunes ruraux de la région s'inscrit dans la dynamique de prise en charge du savoir-faire des acteurs non étatiques dans les métiers liés au cheval, un des objectifs de la tutelle via le projet de développement de la filière équine. La direction du développement des équidés qui assure la tutelle du dit projet et en collaboration avec l'ONG World Horse Welfare ainsi que l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire a assuré encore cette année avec succès la formation de 10 maréchaux ferrants et de 10 selliers harnacheurs. La sécurisation du transport hippomobile est bien inscrite au rang des priorités de notre département. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les candidats à cette formation et leur souhaiter plein succès dans leurs activités professionnelles. Une occasion saisie par le ministre de l'Élevage pour lancer la campagne de pose de dispositifs de signalisation sur les véhicules hippomobiles. Un acte certes simple, mais plein de symboles car il permet de réduire les collisions nocturnes et par conséquent les accidents de la circulation. Pour accompagner une telle campagne, Aminata Mbengue a alors offert des catadioptres signalisations qui seront posées sur les charrettes et calèches pour sauver des vies. Saint-Louis, dernière étape de la tournée du caucus des femmes leaders. Dans la capitale du Nord, des femmes investies sur les listes pour les législatives ont bénéficié d'une formation en communication politique. Les femmes leaders tirent un bilan satisfaisant de leur tournée, nous dit Oumou Kalsoum Sall. Ceci est une simulation de meeting. Ces femmes investies sur les listes législatives se mettent en situation de campagne électorale après 2 jours de formation. On nous a appris comment se comporter, les manières donc de se préparer avant de faire face à ces militants. Ça a été très bénéfique. Si on doit les évaluer, c'est les femmes aujourd'hui qui sont fin prêtes vraiment pour affronter l'électorat. Le prochain Parlement sera la concrétisation de la parité tant voulue par les femmes. Cette formation est une belle opportunité pour les futurs députés de réussir leur mission. Une initiative du caucus des femmes leaders appuyée par des partenaires qui ont cru dès le début au projet. Il s'est agi, nous en tant qu'experts, d'essayer de renforcer leur capacité au niveau surtout de la maîtrise de la gestuelle, mais aussi au niveau de la maîtrise de la thématique, mais aussi au niveau aussi de ce qu'on appelle comment essayer de tout faire pour que le message que je veux faire passer soit un message cohérent. Saint-Louis, dernière étape de cette tournée, a accueilli aussi les candidates de Matam et de Louga. Le caucus des femmes leaders est plus que confiant de la représentation qualitative qu'auront les femmes à la prochaine législature. Nous aurons des parlementaires femmes avec une capacité, une prestation meilleure que les parlementaires hommes, parce que simplement, nous les avons outillés en termes de contenu, nous les avons outillés en termes de communication politique. Il faudrait que vous puissiez comprendre où nous en étions avec les députés jusqu'à présent. Il ne faudrait plus que nous ayons une Assemblée nationale chambre d'applaudissements seulement. Il ne faudrait plus que nous ayons une Assemblée nationale où les critères de parti, où l'appartenance idéologique va primer sur l'intérêt supérieur de la nation. Alors il ne faudrait pas
qu'une fois à l'Assemblée nationale, que vous oubliez qui vous êtes et par où vous êtes passé pour en arriver là. Le caucus des femmes leaders ne compte pas s'arrêter là. Il compte accompagner ses candidates jusqu'à l'hémicycle et les assister dans le travail. Cette stratégie expérimentée lors de cette tournée des femmes leaders sera mise en œuvre également lors des locales prochaines. Couverture médiatique de la campagne électorale pour la présidentielle. Le Centre international pour les journalistes et le SYNPICS tirent leur chapeau à la presse sénégalaise. Un travail de monitoring avait été mené sur les contenus de certains médias durant la présidentielle. En perspective des législatives, un atelier de partage a été convoqué ce matin pour de meilleures pratiques professionnelles à Ramdao. Les reporters de la présidentielle avaient un public plus hétéroclite que d'habitude. Parmi leurs nombreux auditeurs, téléspectateurs et lecteurs se trouvaient en effet des superviseurs. Ils ont étudié la couverture de 6 quotidiens, Le Soleil, L'Observateur, Sud Quotidien, le traitement de l'information constitue un impératif pour tout journaliste digne de ce nom. Étaient également dans leur la crédibilité du journal. Il y a eu 4 chaînes de télévision, Walf TV, TFM, 2STV et Canal Info. Il y a eu 4 chaînes de radio également, Zik FM, Sud FM, RFM et la RTS 1. C'était vraiment un travail relativement sélectif pour voir un peu comment les médias ont eu à gérer l'information pendant cette élection présidentielle. Les résultats du rapport sont positifs. Le Centre international pour les journalistes et le SYNPICS décernent à la presse la mention honorable. Le traitement a été très équilibré dans une grande part. Également, les angles de traitement ont été très diversifiés, que ce soit en presse écrite comme en presse audiovisuelle. On a pensé à développer des créneaux où la campagne n'est pas tellement perçue en termes de promesses, mais ces promesses ont été mises en perspective relativement aux attentes des populations, particulièrement dans les localités visitées par les candidats. Donc, globalement, c'est un travail satisfaisant. Si la presse n'a pas reçu la mention très honorable, c'est qu'il y a eu quand même quelques insuffisances. Certains candidats ont été plus médiatisés que d'autres. On a vu qu'il y avait des candidats qui étaient des stars de fait parce que c'est des candidats connus, parce que c'est des candidats charismatiques. Nous sommes tous d'accord, par exemple, que le candidat Macky Sall ou le candidat Abdoulaye Wade a été quand même beaucoup plus largement couvert qu'un candidat comme Hassimou Dia, etc. En organisant cet atelier de partage du rapport, le SYNPICS et l'ICFJ ont voulu renforcer les pratiques professionnelles. Les législatives approchent et les journalistes en charge de la couverture ont besoin de viatique. À ce niveau, il leur est conseillé de rester fidèles au credo du métier, équilibre et recul dans le traitement de l'information. 26e édition de la journée mondiale sans tabac. L'événement a été célébré chez nous avec un léger décalage. Chaque année, le tabagisme tue 6 millions de personnes, dont un dixième de non-fumeurs. Les autorités sanitaires comptent faire adopter et promulguer la loi anti-tabac lors de la prochaine législature au Mardia. Cette 26e édition de la Journée mondiale sans tabac a été légèrement décalée au Sénégal. Elle a été l'occasion de rappeler la menace permanente que constitue le tabagisme. Pour donner toute la mesure de la mortalité liée au tabac, c'est l'équivalent d'un cimetière chaque jour. 14 000 personnes. 14 400 personnes pour être précis. Les efforts de santé publique dans les pays en développement sont anéantis par les assauts d'une industrie mondiale qui ne profite qu'aux riches. Par la tromperie et la manipulation, l'industrie du tabac cherche à remettre en cause les données scientifiques qui montrent que le tabac a des effets nocifs sur la santé. Pourtant, les faits et les chiffres sont indéniables. Après avoir été pionnier dans la législation anti-tabac, le Sénégal a ratifié par la suite la convention cadre de l'OMS, mais tarde à promulguer la loi. Les panneaux publicitaires se déploient et jalonnent les routes, vendant rêves et illusions aux adolescents. La prévalence tabagique progresse ainsi très rapidement chez les jeunes, segment important de la société sénégalaise, qui constitue la principale cible de l'industrie. Le ministère de la Jeunesse entend accentuer la riposte contre cette tentation. Nous estimons que la jeunesse sénégalaise se doit d'organiser une campagne nationale de riposte pour sa propre protection, pour la protection des populations sénégalaises contre les nuisances de ces multinationales.
Dans les armées, le tabac a été de longue date le compagnon du soldat. Il était perçu comme un symbole de virilité ou de courage, au point de figurer dans la ration. Force est de constater que le tabagisme peut porter un coup sérieux à la sécurité et à la disponibilité opérationnelle d'une armée. Les représentants des familles religieuses, les parents d'élèves et l'ensemble des acteurs présents ont émis le souhait de voir disparaître la publicité et le parrainage. Il urge de doter notre pays d'une législation anti-tabac forte en transposant la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac dans notre droit interne. Dr Kassé a terminé son discours par ce rêve plein d'espoir. Quand on rêve tout seul, ce n'est encore qu'un rêve. Mais quand on rêve à plusieurs, c'est un début de réalité. Il avait commencé par une prière silencieuse pour ces innombrables victimes du tabac. Professeur Awamari Kolsek s'est engagée, quant à elle, à être l'ambassadrice de la lutte anti-tabac, ce qui n'est pas rien sur la ligne de front, où en plus des lois, il faut de la foi. Sport à présent avec la 8e de finale de la Coupe de la Ligue. L'USO a battu le Duc par 2-0, ce qui lui ouvre les portes des quarts de finale. Yego s'est aussi qualifié après avoir pris le dessus sur Stade de Dembourg. Abdoulaye Simka. L'USO a remis ça. Après sa victoire 3-0 sur Duc lors de la dernière journée du championnat, l'US Ouakam vient de décrocher son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Mais la tâche n'a pas été facile. Conscients du danger que représente pour eux les Ouakamois, les étudiants ont d'entrée de jeu essayé de prendre le match en main. Ce qui ne va pas durer longtemps, les 92 minutes ont été marquées par un jeu décousu. Des deux côtés l'ont peine à élaborer, presque pas d'occasion franche. La deuxième période n'a pas été très différente, juste quelques tentatives. C'est dans les prolongations qu'Uzo, avec quelques réaménagements, retrouve son jeu. Ce qui a permis à Mohamed Diop, entré en deuxième mi-temps, de faire la différence. Les étudiants cafouillent et perdent du terrain. Avant qu'Abbas Sek, un autre remplaçant, ne double la mise. C'est la délivrance. À ce stade de la compétition, les matchs se jouent par rapport au banc. Donc si on a des éléments interchangeables qu'ils peuvent faire, bon, je pense qu'il faut allier. Donc nous n'avons pas des remplaçants pour remplacer, mais nous avons quand même un effectif qui peut se suppléer à tout moment. Nous avons montré, nous étudiants, que nous savons jouer au football, que nous avons que nous faisons notre participation pour en fait développer le football sénégal. On pourra compter sur nous. En première heure, Diego a décroché son ticket pour les quarts en battant le Stade de Dembourg par 1-0. Toujours en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, Niar Italie a battu la compagnie sucrière sénégalaise par 2-0. Un match que vous avez suivi en direct sur la RTS. En première heure, le Jaraaf avait battu au tir au but Santhiaba de Ziguinchor par 5-3. En lutte, Tchèque signe son retour victorieux dans l'arène. Après avoir quitté l'écurie Pikine Bolo, le nouveau chef de file de l'écurie Pape Diop signe sa première victoire pour sa première sortie en battant Soleil Dop. Pendant ce temps, Pape Bala Diouf voit rouge devant Modou Anta, nous dit Ibrahim Andon. Une rafale de coups de poing, le leader de l'écurie Sine Saloum s'écroule comme un château de cartes. Changement d'écurie, changement de morphologie et de stratégie. Les férus de la lutte ont droit à un check, new look. Et pourtant, le combat s'annonçait âpre pour les plus avertis. Soleil Dop respirait la forme. Après une première tentative de plaquage avortée, le retour dans l'enceinte des deux protagonistes sera déterminant. Le nouveau chef de file de l'écurie Pape Diop opte pour la bagarre, une stratégie fatale à Soleil Dop, le fils de Bori Patar. Mais auparavant, l'idole de la capitale du rail, Modou Anta, a foncé sur Bala Diouf, qui a encore mordu la poussière. La descente aux enfers continue pour le pensionnaire de face. Au même moment, une nouvelle étoile voit le jour dans l'arène. Modou Anta, l'enfant de Medina Fall, continue son ascension et bouscule la hiérarchie.
Il faut sauver le cinéma sénégalais. C'est le vœu ardent des professionnels du secteur réunis depuis ce matin en atelier à Saly. Les discussions portent sur le cadre juridique et réglementaire de la cinématographie et de l'audiovisuel. D'autres secteurs de plusieurs domaines d'intervention connexes du 7e art y sont également associés, car le but de la manœuvre est de revitaliser un secteur naguère florissant, mais qui est aujourd'hui en déliquescence, nous dit Ouminour. Vu de loin, cet atelier ressemble aux centaines de rencontres de ce genre qui se tiennent chaque année au Sénégal, avec la même organisation spatiale et à quelques variantes près, les mêmes déclarations officielles. Mais vu de près, c'est une véritable révolution que s'apprêtent à lancer les acteurs du 7e art sénégalais, avec cet atelier sur le cadre juridique et réglementaire de la cinématographie et de l'audiovisuel du Sénégal. Et le chantier pour la relance du secteur est plus vaste qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Ce n'est pas seulement le cinéma qui est pris en jeu, mais la grosse bataille, c'est la bataille de l'image. Comment un pays peut se positionner pour défendre son patrimoine, pour vulgariser ses valeurs. C'est une approche holistique qui a été donc choisie pour mener à bien ce projet avec les acteurs directs du secteur, mais également les partenaires externes, comme ceux de la stratégie de croissance accélérée. Ils demeurent engagés à participer à la relance du cinéma sénégalais qui peut être pourvoyeur de richesses et ont déjà dressé un diagnostic sans complaisance sur le sujet. Le sous-secteur est sinistré et on n'a pas de lisibilité du secteur. Le secteur n'a pas de statistiques. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas. Et pourtant, le cadre réglementaire existe depuis 2002, mais n'est toujours pas appliqué, ce qui fait du cinéma sénégalais un grand malade qui nécessite un traitement de choc en 3 principaux points, selon Moussa Senapsa. Écoute politique, volonté politique, d'une part. D'autre part, financement du cinéma, formation. Et pour pas que les conclusions de cet atelier ne soient rangées dans des tiroirs, la direction de la cinématographie, maîtresse d'œuvre de la manifestation, a décidé de ne pas en faire une affaire dakaro-dakaroise. Nous avons convié à cela tous les directeurs de centres culturels régionaux. Parce que très souvent, lorsqu'on fait des séminaires, on s'en arrête là, il n'y a pas une démultiplication. Or, un règlement, un code de la cinématographie, des textes doivent être vulgarisés. Il en va de la relance du 7e art du pays de Saint-Ben, un secteur qui n'est plus que l'ombre de lui-même et qui pourtant regorge de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Le colonel Momar Gueye, lauréat du Maguilène d'Or 2011. Le choix de la maison d'édition Maguilène est fondé. Plus de 4000 exemplaires de l'ouvrage ont été vendus. L'œuvre intitulée L'eau, un trésor à protéger est plus qu'un recueil de poèmes. Le ministère de l'Éducation a sacrifié à la remise du trophée à la maison des écrivains Cœur Birago. Compte rendu Philomène Constance Diagne. Oh, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir, on te goûte sans te connaître. L'eau, un trésor à protéger. C'est l'intitulé de l'œuvre qui lui a valu ce trophée de Maguilène d'Or 2011. Lui, c'est le colonel Momar Gueye, à présent révélé au monde de la littérature comme fervent défenseur de l'environnement à travers sa belle plume. Dieu a dit qu'il a fait d'eau toutes choses vivantes. Donc nous tous, nous devons protéger l'eau. Nous devons aimer l'eau, nous devons respecter l'eau. Et ce livre est un outil didactique. Cette remise de prix au colonel vient succéder à celle du Maguilène d'Or 2010 qui a été attribuée à Mbaye Gana Kébé. Le nouveau ministre de l'Éducation n'a pas manqué de s'en féliciter. Je tiens à féliciter le colonel Momar Gueye, Maguilène d'Or 2011, et également rendre hommage à son prédécesseur Mbaye Gana Kébé, un géant de la littérature sénégalaise et africaine, un écrivain prolixe que l'on ne présente plus pour l'éminent service qu'il a rendu à la communauté culturelle et artistique. 4 autres recueils de poèmes et biographies ont été publiés à l'occasion. Ils sont des œuvres de jeunes écrivains aussi talentueux les uns les autres, raison suffisante pour la tutelle de s'engager à mieux appuyer les maisons d'édition. Dans le cadre de la Biennale Dakar de 2012, le collectif des plasticiens lusophones et francophones a organisé une exposition au centre loisirs du 3e âge. Le cadre a servi d'échange et de partage entre artistes de plusieurs pays. Diversité culturelle est le thème de cette exposition qui se poursuit jusqu'au 10 juin prochain. La signature est de Claire Diop. Le lieu est mythique.
Sur les murs, des tableaux, un jeu de lumière. Ici, formes et couleurs se disputent la place. L'exposition entre dans le cadre des offres de la Biennale Dakar 2012. La manifestation culturelle permet la symbiose des artistes africains d'ici et d'ailleurs, mais aussi ceux de la diaspora. Au centre loisir du 3e âge, les créations sont bien plus que de simples décors. Les œuvres sont toutes chargées de signification. Vous avez la peinture, la sculpture, la couture, le stylisme. L'art, c'est de la thérapie. L'art va peut-être leur permettre de ne pas se sentir seul, de voir des gens autour d'eux sans les voir. Parce que chaque œuvre représente une personne. Chaque personne représente une âme. Le Brésil, le Portugal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Congo et le Sénégal ont pris part à ce vernissage. Cette ouverture est un élan de solidarité et de sympathie entre les artistes. Le collectif de plasticiens francophones et lusophones représentés ici nous donne un témoignage de la richesse de leur culture et courant artistique, non seulement au niveau national, mais au niveau de l'univers plus large dans lequel ils s'en servent. Pour simplifier, on pourrait définir ces univers comme étant ceux de la lusophonie ou de la francophonie. Mais il faut regarder derrière cette première définition pour y trouver la vraie densité de cet univers qui appartient à plusieurs continents. Cette exposition du collectif des plasticiens lusophones et francophones propose au public des œuvres sur le thème diversité culturelle. La Biennale Dakar 2012, c'est également un moment de communion et de partage entre les artistes du monde. L'exposition se poursuit jusqu'au 10 juin prochain. 4e édition de Miss Sine Saloum. La région de Fatick a vécu le week-end dernier le couronnement de sa plus belle fille. Cette manifestation qui participe au développement du tourisme régional était placée sous le parrainage de la RTS. Elle a ainsi réuni beaucoup de monde à Ndangan Sambou pour un week-end de fête. Mariam Sélékan. 11 filles, certes un peu maladroites au début, mais volontaristes à outrance qui sont venues des différents villages des régions de Fatick et Kaolack pour participer à cette 4e édition de Miss Sine Saloum. L'initiative de la famille Lopez du campement Les Cordons Bleus est l'attraction depuis quelques années, inscrite définitivement dans l'agenda culturel des touristes et résidents de la Petite Côte. Et moi j'y crois.